Ils sont chauds bouillants, nos papis flingueurs. Pierre Roux, Alain Prorel, René Valarino, Daniel Chevalier, avec nous, avec vous, de l'autre côté du téléviseur, pour commenter toute l'actualité de la région. Et d'ailleurs aussi, ils vont pas se gêner. Alors, je vous rappelle un peu le principe. Ce sont des gens qui connaissent parfaitement la vie publique, ont eu des engagements très marqués tout au long de leur vie. Certains en ont encore d'ailleurs dans ceux qui sont autour de la table. Daniel Chevalier, bon, il est clairement de gauche. Il a été député pour ceux qui viendraient d'une autre planète. Il a été maire de Veynes pendant des lustres. Il est toujours très actif à gauche. Il n'est plus membre du PS. Je ne sais pas si vous voudrez y revenir tout à l'heure, mais en tout cas clairement de gauche. René Valarino, alors lui, il est tempéré. Il est bien... C'est un bon Walpin, c'est ça. C'est-à-dire, il est au milieu du milieu et du milieu. Non, ça va comme formulation? Oui, ça va. Ben, disons, pas impliqué politiquement, en tout cas. Voilà. Alain Prorel, c'est un homme de gauche. Il est du Briançonnais, c'est une figure de la région. L'intérêt aussi, c'est que ce sont des personnalités qui connaissent tout le département et qui peuvent parler avec légitimité tant du Briançonnais que du Gapençais ou de la vallée du Buèche. Et puis Pierre Roux. Alors Pierre Roux, c'est un libéral. Il était président de la Chambre de commerce pendant quelques petites années. Oui. Combien déjà, au fait? 30 et quelques. 35 ans. 35 ans à la tête de la Chambre de commerce. Alors merci d'être avec nous en ce début d'année. On va vous souhaiter d'ailleurs une bonne année à tous, là, que vous profitiez bien et que tout se passe bien pour vous et vos proches. Et puis commencer à évoquer un peu l'actualité. Alors spontanément, comme ça, qu'est-ce qui vous a retenu votre attention là, pendant ces fêtes, quand vous aviez le temps de zapper, de regarder un peu la télé ou d'écouter la radio? Daniel Chevalier. Monsieur l'orateur, je voudrais faire une remarque préalable. Je vous en prie. Tout à l'heure, vous avez signalé que René Valarino était un bon Walpin. Alors j'aimerais savoir ce que c'est que le bon Walpin, parce que c'est qualificatif, vous l'avez employé pour René Valarino et pas pour les autres. Alors j'aimerais savoir quand même. C'est ceux qui sont comme moi. Bonne question. Non, voilà, l'idée c'était de... Comment dire qu'il est... Parce que si on est mauvais, on s'en va. Hein, ça, c'est pas... Ah, mais ça commence bien. La formulation visait à dire qu'il était un peu représentatif de cette vision radicale, tiens, voilà, de nos territoires montagnards. Ça veut dire qu'il est brave, comme on dit chez nous. Oh là c'est ça. Là, c'est grave. Là. Je retire tout de suite l'adjectif. Allez, qu'est-ce qui a retenu votre attention, Pierre Roux? Eh bien, écoutez, que les fêtes... D'abord, il y a eu du monde dans les stations sport d'hiver. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a eu des fêtes qui se sont bien passées au niveau des stations sport d'hiver. Il faut souhaiter que ça puisse continuer comme ça a démarré. Parce qu'on a eu du monde qui vient d'ailleurs, hein, on s'aperçoit qu'il y a une clientèle nouvelle qui vient dans nos stations, des Anglais de plus en plus nombreux, des gens qui viennent des pays de l'Est qui ne venaient pas, bien entendu, avant, et à côté des Hollandais, des Belges qui sont traditionnellement des clients potentiels des stations sport d'hiver de Hautes-Alpes. Le Chevalier, dans le Buèche, vous avez perçu l'importance des enjeux économiques des stations? Moi, je me situe peut-être à un niveau peut-être un peu plus supérieur au point de vue du département, j'entends. Moi, merci. J'ai parfait ma culture. Jusqu'à ces derniers jours, je ne savais pas qui était Dieudonné. Mbala, je ne connaissais pas. Moi non plus. Je ne savais même pas qu'il avait un théâtre qui s'appelait La Main d'Or. Je ne savais même pas ce qu'il faisait sur scène. Les quenelles, je les voyais fabriqués à Grenoble comme par un grand fabricant, quelqu'un de réputé. Bref, je veux dire, on a noyé toute la communication dans notre pays par rapport à un individu qu'on aurait pu laisser de côté, tranquillement, faire son nyama-nyama, comme on dit en Afrique. Et là, moi, je pense que c'est donner de l'importance à ce fait divers qui m'énerve beaucoup. En dehors de ça, bien entendu, je considère que le département des Hautes-Alpes a toute sa carte à jouer et que les arguments développés par... Enfin, les analyses développées par Pierre Roux sont tout à fait intéressantes, mais les problèmes sont quand même encore devant nous par rapport aux stations de sport d'hiver, notamment de basse altitude. Quelqu'un de bien placé pour en parler, c'est Alain Prorel. Oui, nous, à Serre-Chevalier, bien sûr, on a eu un peu de neige, mais il faut reconnaître quand même que elle n'a pas été vraiment au rendez-vous. Il y en a assez pour faire tourner la station, tant mieux. Il y en a beaucoup en haut, paradoxalement. Il y en a beaucoup en haut, oui. Mais on voit qu'il y a eu beaucoup de monde pendant la deuxième semaine des vacances, et puis maintenant, depuis la rentrée, eh bien, on peut dire que c'est pas une grande fréquentation, et c'est un problème quand même aussi pour nous. Espérons que la neige va venir, ça c'est très important. Et je voulais parler aussi de Dieudonné, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a marqué, et je trouve que là c'est vraiment quelque chose qui est un peu un boomerang là, parce que on
on a fait monter, on a médiatisé cette histoire. Hein, on ne connaissait pas les quenelles, on ne connaissait pas vraiment tout ça. Et finalement, maintenant, qui est-ce qui va en sortir vainqueur de cette histoire? Eh bien, c'est lui-même. Lui-même, parce que le tribunal administratif de Nantes aujourd'hui est en train de délibérer, et peut-être qu'il va sortir vainqueur de cela. Et ça, c'est grave. Ça lui fait de la pub. C'était un type qui avait beaucoup de qualités en tant qu'humoriste, c'est vrai. Quand il était avec son collègue Elie. Voilà. Mais après, en 2002-2003, quand il s'est mis en politique, alors là, évidemment, les choses ont changé. Et effectivement... C'est étonnant, on a vu un reportage d'ailleurs sur le changement de personnalité entre la période de Elie Semoun et maintenant, c'est assez incroyable. René Valarino, comme ça, début d'année, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Aussi Dieudonné, en fait, moi je comprends pas qu'on fasse autant de pub à ce mec-là, quoi. S'il franchit la ligne rouge, il y a une loi là qu'à s'appliquer, point final, mais c'est pas la peine d'en faire tous les journaux télévisés. Je veux dire, voilà, au plus on en parle, et au plus ça le sert. Donc il faut arrêter de le servir. Ça évite de parler d'autres choses qui gênent beaucoup les Français à l'heure actuelle, surtout avec les nouveaux impôts qu'on leur impose tous les jours. Mais il paraît qu'il y en a moins d'impôts. Alors, lorsqu'on je suis concerné chef d'entreprise, on se demande quand même si c'est vraiment depuis des années la réalité. En fait, constater au jour le jour, c'est pas du tout le cas. Mais bon. Je voulais terminer. Pour dire aussi que ce qui m'avait quand même un peu surpris, c'est quand même l'immunité parlementaire de Serge Dassault. Voilà un gars qui se doit d'être exemplaire, comme tous les parlementaires, et en fait, ils ont droit à des immunités, c'est-à-dire, en fait, ils ont le droit à échapper plus ou moins momentanément à la justice, etc. Moi, je trouve ça absolument inadmissible. Et je ne condamne pas Serge Dassault, je ne sais pas ce qu'il a fait, il n'a peut-être rien fait, mais enfin, que la procédure aille jusqu'au bout. Ensuite, la neige, pour revenir à ça... Juste sur ce sujet-là. Non, mais sur Serge Dassault, il y a eu hier, ou avant-hier, un vote du Sénat. Oui. Et des députés socialistes n'ont pas voté, des sénateurs, pardon, excusez-moi, des sénateurs socialistes n'ont pas voté comment dirais-je, la levée de l'immunité. La levée de l'immunité parlementaire. Donc attention, voilà dans quelle situation nous nous trouvons. Nous avons un Sénat qui qui est élu au suffrage universel et qui a refusé que M. Dassault soit mis en examen. Mais on n'a pas votre point de vue, Pierre Roux. Est-ce que ça vous choque? Quoi? Est-ce que ça vous choque ou est-ce que finalement vous dites que le Sénat peut prendre la main sur des actions judiciaires sans que ça pose de problème? Non, ce qui me choque, c'est l'attitude de un ou deux députés, sénateurs. Le problème qui a été posé, il a été posé. On demande l'immunité d'un sénateur pour des raisons importantes, graves, hein, et la loi dit que le Sénat doit donner son avis. Et le Sénat, eh bien, dans sa majorité, qui est à gauche, hein, n'a pas voté l'immunité. C'est le bureau du Sénat. Oui, c'est vrai, c'est le bureau. Dans le bureau du Sénat, il y a une majorité de gauche de 14. Moi, je trouve que sur un vote comme ça, c'est même pas un vote droite-gauche. Oui, mais absolument. La levée de l'immunité parlementaire aurait dû être votée à l'unanimité. Mais je suis d'accord avec vous. Maintenant, on est en train de rechercher qui, à gauche, a failli à cette solidarité de gauche qui aurait pu, par un vote gauche-droite, faire lever l'immunité parlementaire de Dassault. Mais en fait, dans un cas particulier comme celui-là, il aurait dû y avoir un vote à l'unanimité. La main levée. Oui, pour que, effectivement, quelqu'un qui a failli ou sur qui pèsent des suspicions, eh bien, viennent s'expliquer devant la justice. Absolument. Exactement, puis c'est malsain ce climat, parce qu'à partir du moment où il n'a rien fait, on peut lever l'immunité, il craint rien. Absolument. Et là, on a l'impression qu'on veut le protéger de quelque chose qu'il aurait fait. C'est quelque part malsain. Lui-même demande à être confronté au juge. Lui-même le demande. Eh bien, à plus forte raison. Et qui veut le protéger, sinon les deux qui n'ont pas voté? Oui. Enfin, nous avons quand même deux bons sénateurs socialistes qui ont oublié de suivre les consignes du parti. Ça aurait dû être voté à l'unanimité. Moi, je dis qu'on est dans un système amoral. On perd toute notion de morale. Oui. Et dans la circonstance actuelle, je crois que ça devient grave. Dans un moment où la société est en difficulté, où les gens, nos concitoyens, traversent de nombreuses difficultés, c'est vraiment un très mauvais exemple qui a été donné. Et même si c'est symbolique pour la crédibilité des élus, de ceux qui s'engagent, parce que c'est avant tout un engagement pour la plupart généreux et, dans la vie publique. Alors à propos justement de ce type d'engagement, il y a eu un débat mais très récent, il est de cette semaine, au Conseil communautaire de la ville de Gap sur les indemnités. La communauté d'agglomération de la ville de Gap
est un peu petite, hein, on le sait, elle regroupe Pelletier, Lafressinous et Gap. Bon, bah, il y a eu 7 vice-présidents, il a été voté, je ne sais plus, 1 200 € pour chacun, etc. Et certains sont émus en disant, bon, elle est tellement petite que est-ce qu'il y a vraiment un travail qui justifie ce type de rémunération? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre approche, votre regard sur ces nouvelles structures qui se créent et qui, du coup, génèrent des dépenses publiques nouvelles? Bon, c'est tout le problème du cumul des mandats. J'ai été un cumulard à une époque, je le reconnais. Ensuite, la législation a évolué et moi, je suis de plus en plus adepte d'un cumul de mandats sans cumul de rémunération. C'est-à-dire que parfois, il est intéressant, mais même souvent utile pour un député d'être également conseiller général dans un département, puisqu'il va avoir un peu un enracinement local. Mais à ce moment-là, on ne fait pas le cumul des indemnités, c'est-à-dire on fait le cumul des responsabilités, des fonctions, mais pas des indemnités. Voilà. Oui. Tout à fait. Est-ce que les temps ont changé là-dessus, d'après vous, Pierre Roux? À l'époque, cette question ne se posait pas. Voilà. Maintenant, on sent que c'est sensible dans la population. Là, cette semaine, ça a fait débat. Hein. Mais c'est sensible parce que ça dépasse les bornes. Quand vous avez maintenant un élu qui a 7 000 € par mois, hein, uniquement d'indemnité de différents mandats, oui, c'est le cas, par exemple, du maire de Gap, c'est quand même grave parce que quels sont les gens qui gagnent 7 000 € par mois avec leur travail journalier? Il n'y en a quand même pas beaucoup, et même beaucoup de patrons, hein, puisqu'on parle de patrons, il y en a quand même un paquet qui ne gagnent pas ces sommes-là, et de loin. Alors vous comprenez, on est arrivé à un stade hein, où se cumulent des rémunérations. Là, je suis tout à fait d'accord avec Daniel Chevalier. Une fois de plus. Mais ça nous arrive. Non, mais que ce qui a été dit par Daniel est important. Vous êtes député, vous avez une indemnité de député, vous devenez maire d'une commune, à partir de là, vous n'avez droit à rien parce que vous avez déjà une indemnité de député. Et vous êtes sénateur, vous êtes conseiller général, hein, et que la fonction principale, qui est rémunérée, ce qui est normal, hein, doit suffire et les autres sont bénévoles. Si c'est beaucoup plus indécent aujourd'hui, c'est parce qu'en période de crise où les gens ont des difficultés, quand ils voient de tels salaires comme ça annoncés, ça finit par agacer un peu, quoi. Et les gens sont de plus en plus sensibles à ça. Alors le paradoxe, c'est que c'est sensible et on le fait là. Il ne faut pas tomber dans le poujadisme, les choses primaires, en disant les élus ceci, les élus cela. Non, c'est un vrai métier. Et pour ceux qui, vous tous, vous avez eu des engagements, c'est très prenant, c'est jour et nuit, 7 jours sur 7, etc. Donc c'est pas le sujet. C'est la juste mesure, René Valarino a trouvé, c'est ça? Mais oui, moi je pense qu'il faut, je suis un peu d'avis de ce qui vient d'être dit, là, il faut une juste mesure à tout ça, parce que quelque part ça peut aussi générer quelque chose de malsain. Vous posiez le problème de la communauté d'agglomération, 7 vice-présidents, alors qu'il y a 3 communes qui sont rentrées dans cette communauté d'agglomération. Est-ce qu'il faut vraiment 7 présidents pour faire tourner ça, ou alors est-ce que finalement... C'est moins que dans certains coins, ils en ont trouvé 40, je ne sais plus où, c'est à Montpellier. Est-ce que finalement c'est un peu aussi une récompense à ceux qui ont bien voulu participer? C'est là où j'en sais rien, je ne porte pas de jugement, je ne sais pas. Mais quand même, ça interroge, quoi. 7 vice-présidents pour 3 communes, ça me semble quand même un peu beaucoup maintenant. On parlait tout à l'heure du Sénat, mais il y a des pays du nord de l'Europe, comme la Finlande ou la Suède, ou d'autres encore, où il n'y a qu'une chambre, et finalement ça marche très très bien. Et pour continuer sur le Sénat, on peut se poser la question sur le bien fondé d'une chambre qu'est le Sénat, finalement. Pierre Roux. Oui, non, mais moi, ça remonte à De Gaulle, ce débat. La Finlande, tout ça, nous sommes des latins. Oui. Et on reste des latins. Et moi, les exemples qui viennent de l'Antarctique, ça, c'est pas... Ça marche quand même, la démocratie. C'est parce que ça vient du froid. Bon, ils sont gelés à Norvège. Bon, nous, qu'est-ce que l'Espagne, l'Italie, la France, c'est des pays latins. On a une culture latine, vieille comme le monde. Je suis le premier à le revendiquer. Bon, et on a des traditions. Moi, je suis quand même pour qu'on respecte un certain nombre de traditions. Parce qu'à force de vouloir tout... moi, vous savez, ce qui me gêne le plus, c'est nos intelligences parisiennes.
qui nous explique tous les jours ce qu'il faut faire à Saint-Véran, hein, car il vous explique ce qu'il faut faire à Saint-Véran ou à je ne sais pas où, hein, parce qu'ils ont un pouvoir parisien. Alors ça, il faut revenir un petit peu à l'autorité locale et départementale. Et oui, et on s'aperçoit que maintenant qu'il y a cette centralisation, régionalisation qui cache une nationalisation derrière de pas mal de services. On a vu les problèmes pendant Noël là, sur la Poste, sur la SNCF, etc. C'est-à-dire qu'on commence à toucher du doigt ce que certains annonçaient d'ailleurs, hein, en disant bon, bah, c'est bien beau de tout regrouper, etc. Mais qui distribue le courrier s'il y a le moindre arrêt maladie? Ça s'est passé, je sais pas, dans votre secteur d'ailleurs là-bas. Pas tout à fait chez moi, mais enfin, à Sigoyer, à Tallard, il y a eu des problèmes. Dans ma rue. Ah oui. Non, mais ça, la désorganisation des services publics, on peut quand même la constater ici et là. Et c'est quand même pas difficile à la constater. Ça, c'est du constat quasiment quotidien aujourd'hui. Bon, moi, je sais que quand j'étais gamin, à l'époque où le facteur distribuait les courriers à pied, il est toujours passé à nef, été comme hiver, par n'importe quel temps. Bon, il arrive aujourd'hui, quelquefois, que pendant un jour ou deux, on n'ait pas de courrier, même à nef. Mais comment on peut sortir de cette équation qui vise à dire, tout le monde maintenant l'accepte, il y a quelques années, 5-6 ans encore, ça aurait été très difficile à évoquer, mais il faut serrer les boulons, faire des économies de tous les côtés. Bon, et en même temps, ce paradoxe qui est latente et la demande permanente et légitime de la population de services publics. Daniel Chevalier. Oui, c'est mieux comme le monde finalement, comme débat. Bien sûr, non, mais il n'y a pas de solution parfaite, si ce n'est que la tendance maintenant est faite vers le regroupement au niveau des communes, vers le regroupement au niveau des moyens pour répondre aux besoins des citoyens. Et c'est vrai que l'on voit au niveau de la poste, au niveau des banques, etc., le contact avec les guichetières ou les guichetiers ne se fait plus. Vous êtes devant des claviers anonymes, tout ça. Pour nous, Alpins, c'est encore plus terrible parce qu'on n'est pas habitué à ça. On est habitué aux échanges, on est habitué au contact, on est habitué au débat. Et donc, moi, personnellement, je le vis très mal, cette perte de contact et cette perte de moyens au niveau des services publics. Mais malheureusement, je crois que c'est inéluctable et on voit encore aujourd'hui des menaces sur la ligne de chemin de fer entre Veynes et Valence. Ouais. On voit que le chemin de Veynes au point de vue rail va disparaître. Pourquoi? Parce que les Gapençais, à juste titre, demandent à être rapatriés sur la ligne d'Aix-TGV pour aller à Paris. C'est-à-dire que pour aller à Paris, d'abord on s'en éloigne et après on remonte. C'est déjà l'usage de beaucoup de chefs d'entreprise, etc., qui vont chercher le TGV à Aix-en-Provence. Voilà, au lieu d'améliorer la ligne Veynes-Grenoble, c'est-à-dire avec la correspondance TGV, etc. C'est-à-dire qu'on est dans un système où les régions, c'était dit tout à l'heure, gèrent leurs problèmes toutes seules, indépendamment. Il y a rarement eu de contact entre Rhône-Alpes et la région PACA. Il y a rarement eu de contact entre le département des Hautes-Alpes et l'Isère et la Savoie, alors qu'on est limitrophe. Je veux dire, on vit un petit peu replié, et la conséquence de tout ça, c'est que chacun essaie de tirer ses marrons du feu, en attendant, avec la suppression, effectivement, de moyens au niveau des services publics. Pierrot, pour terminer, puisque le temps passe, sur ce sujet. Oui, non, mais moi je suis d'accord avec ce que je viens de dire. Je voudrais quand même dire quelque chose à propos des communes. Nous sommes le seul département de France qui, deux maires, ont fait en sorte de regrouper les communes. Jamais personne n'en a parlé sur un plan national. Dans le Dévoluy, il y a 3 maires qui ont accepté de ne plus être maires. Eh bien, écoutez, ce genre, on devrait leur mettre la Légion d'honneur au lieu de la mettre à qui vous voulez. Et dans le Champsaur, il y a 2 maires qui acceptent de ne plus être maires. C'est-à-dire que nous avons... comme à Sercheux, on a entendu Henri Raoux, le maire de Saint-Jaffré, dire et nous à Sercheux dans la Guyane, est-ce que vraiment on ne devrait pas faire une chose? Non, mais quand le maire dit ça, lui, mais il ne dit pas qu'il s'en va. Ah oui, bon, moi je veux regrouper, vous comprenez, vous partez, moi je serai maire de tout le coin. Alors là, c'est tellement facile à dire. Par contre, moi je dis... Non, mais je m'excuse. Les 5 maires, les 3 et 2, 5, qui ont accepté de ne plus être maires, eh bien ces gens-là, on n'en a pas... En France, quel est le département, dans l'année dernière, a supprimé 5 mairies? Il n'y en a pas un. Qui en a parlé sur un plan national, international? Personne. Et on vous dit aujourd'hui, on a 36 000 communes, il faudrait qu'il y en ait un peu moins. Ben évidemment. Oui. Voilà une note positive pour terminer cette émission de début d'année avec nos papis flingueurs. On se retrouve même lieu, même heure, la semaine prochaine sur DC TV, car DC TV, ça vous regarde.